Merci Jean-François de nous céder le microphone en ce mardi après-midi à notre ami Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et associé à moi. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Sujet d'actualité fort intéressant encore aujourd'hui, mais surtout on va parler d'une période où j'oserais dire que tout devient inquiétant sur les marchés boursiers à bien des endroits. Et, les gens paniquent, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, moi, c'est le sentiment, je pense, général, là, qu'effectivement, on sent de l'incertitude, on sent que les économistes s'entendent pas. Hein. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Est-ce que ça va aller bien? Est-ce que ça va aller mal? Il y a beaucoup d'incertitudes. Les marchés boursiers, ça fluctue. Les tarifs, les guerres, l'Iran, l'Ukraine. Tu sais, mettons tout ça ensemble. On est dans un monde où l'information circule beaucoup, circule vite, circule facilement, puis l'information circule avant d'être validée aussi. Fait qu'on se retrouve avec un paquet de micmacs assez important d'informations, ce qui fait que le stress augmente parce que les gens sont très, très plugués sur Internet et écoutent ce qui se dit sur différentes plateformes. Et le stress augmente. Fait qu'aujourd'hui, le but, je veux parler de 3 éléments là, qui sont pour moi des éléments essentiels pour naviguer cette période-là. Ouais. Fait que c'est ça le plan. OK. Ça veut dire que si on parle de 3 périodes, on va commencer par la bourse. La bourse, ça semble être quelque chose qui semble fluctuer énormément ces temps-ci. Et ça a toujours été quelque chose, la bourse, où on dit aux gens, si vous pensez investir pour 1 mois ou 2, c'est pas bon. C'est du long terme, il faut regarder le long terme. Donc, quand ça fructue, reculer d'un pas, c'est pas si grave que ça devrait se replacer. Oui, ça c'est certain que le fait d'être patient, puis on en a parlé quelques fois ensemble, le fait d'être patient à la bourse, c'est quelque chose qui est récompensé. Le fait d'avoir une tolérance au risque, c'est quelque chose qui est récompensé. Pourquoi on dit ça? C'est que les rendements moyens dans les différentes bourses, c'est tout le temps entre, mettons, 9 et 10 à peu près annuellement. Là, quand on regarde sur des périodes de 10 ans puis qu'on ramène ça annuellement, okay. Les moyennes, c'est à peu près 9-10 des différentes bourses. Et quand on regarde l'investisseur moyen, il y a des études qui disent que c'est beaucoup plus bas que ça. Hein, c'est du 5 et du 6. Pourquoi il y a un écart entre l'investisseur moyen et la moyenne des rendements? C'est parce que l'investisseur moyen sort dans les mauvaises périodes et rentre dans les mauvaises périodes. Donc, le fait de rester dans le marché et de ne jamais sortir est beaucoup plus avantageux que d'essayer de timer le marché. Ouais. Je ne dis pas qu'on peut jamais timer le marché. Là. Tu sais, exemple, quand il vient d'avoir une baisse, c'est le bon temps d'acheter, oui. Sauf que d'avoir des investissements fréquents et de pas nécessairement regarder ça, c'est effectivement un bon truc. Puis, tu sais, quand on parle de ça, moi, l'élément que je recoupe un petit peu avec ça, c'est un des 3 trucs qui est important dans un contexte d'incertitude comme ça, c'est d'avoir le moins de financement possible. Parce que quelqu'un qui n'a pas de dette, c'est quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, pourquoi? C'est que l'argent qu'il génère en revenus, il peut l'utiliser à faire autre chose que payer des dettes. Okay? Donc, Le fait d'avoir des dettes dans un contexte d'incertitude, c'est stressant parce que les taux d'intérêt peuvent bouger, parce que notre revenu est peut-être moins sécuritaire qu'il l'était, parce qu'il peut y avoir des changements au niveau de notre emploi. Donc, il y a différentes choses qui fait que avoir des dettes, c'est plus stressant. À long terme, il y a plein de façons de faire de l'argent avec la dette, de créer des effets de levier et tout ça, puis c'est vrai. Sauf que dans un contexte d'incertitude, c'est beaucoup plus sécuritaire d'avoir moins de dettes. Et les gens qui ont moins de dettes, sont moins vulnérables, ont une plus grande liberté dans ce qu'ils vont faire avec leur argent. Et pour ça, il faut comprendre qu'un financement, que ce soit une hypothèque, que ce soit un prêt sur un auto ou même une carte de crédit, le financement, c'est quelque chose qu'on a pour jouir d'un bien maintenant sans le payer, du moins sans le payer au complet, en échange d'un paiement d'intérêt dans le temps. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait avec soi-même on se rend esclave de payer une dette dans le temps pour jouir d'un bien maintenant. Donc, quand on parle, souvent ensemble, on parle des fois de retard de gratification. Hein. Les gens qui apprennent à retarder la gratification, c'est eux qui s'en sortent le mieux dans leur vie financière, dans leur vie professionnelle et même dans leur vie amoureuse. Donc, il faut apprendre à retarder la gratification. Donc, un des trucs, c'est diminuer les financements, ne pas vivre avec les dettes. Et évidemment, ça revient quand on parle de placement, de rendement à la bourse. Souvent, des questions qu'on a, c'est je devrais-tu, exemple, payer mon hypothèque ou placer mon argent? Ça, c'est des questions qu'il faut que chaque personne se pose. Puis c'est des bonnes questions pour voir c'est quoi notre tolérance au risque. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer avoir une hypothèque à 4 et placer l'argent à du 6, 7, 8, 9, 10 de rendement. Mais
Il y a d'autres gens que ça va être l'inverse, qui vont préférer payer leur hypothèque, quitte à faire moins de rendement. Et il faut comprendre que ces deux stratégies-là sont complètement valables. C'est juste pas le même niveau de risque, puis pas le même niveau de tolérance au risque, puis pas le même niveau de risque d'enrichissement aussi. Bon, c'est important de le mentionner. Là. Il y a des gens qui sont confortables lorsque les dettes sont toutes payées puis qu'on roule comme ça avec notre argent et pas l'argent d'un tiers, à quelque part. Les taux d'intérêt, aussi, c'est important parce que là, la variation des taux d'intérêt, on en parle beaucoup, il n'y en a pas eu en ce moment, mais il pourrait y en avoir. On ne sait pas dans quelle direction vraiment, on ne sait pas où ça s'en va. Avec la guerre en Iran, on voit qu'il y a une inquiétude au niveau de l'essence, au niveau des carburants fossiles. Il y a un niveau d'inquiétude chez les gens à ce niveau-là également, là. Oui, absolument. Puis il y a des informations très, très contradictoires quand on regarde les professionnels, les économistes et les gens qui gèrent les fonds aussi au niveau des rendements et tout ça, sur qu'est-ce qui va se passer, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le pétrole, que ce soit les minerais, l'or, l'argent, les minerais précieux. C'est très, très je dirais polarisant ça aussi, les croyances, dans quelle direction que ça va aller. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut prendre nos décisions en toute connaissance de cause, notamment quand on compare un taux hypothécaire et un rendement à la bourse. Ben il faut comparer des pommes avec des pommes. Il faut s'assurer que le rendement quand on regarde à la bourse, on a considéré notamment, exemple, l'impact fiscal, ce que beaucoup de gens considèrent pas. Parce que, d'exemple, de faire un rendement de 6 dans un CELI, ben ça, c'est un rendement non imposable, c'est super. De faire un rendement de 6 dans un REER, ben un jour, il va falloir sortir le REER et payer les impôts dessus. Donc, c'est pas le même 6 qu'on est en train de faire. Et avoir des rendements de 6 dans des placements non enregistrés, donc qui sont pas dans un CELI, dans un REER, c'est une toute autre histoire encore, parce que dans ces genres de placements-là, ben on peut avoir, dépendamment si c'est des actions qu'on détient directement ou des fonds communs, on peut avoir du dividende qui va être imposé, on peut avoir du gain capital, on peut avoir des intérêts, tout ça dépendamment des produits, donc les impacts fiscaux sont pas les mêmes. Fait que avant de prendre une décision de dire, oh oui, moi je préfère faire du rendement que payer mon hypothèque, il faut vraiment se poser, mon rendement net, c'est quoi? Et c'est quel genre de placement que j'ai? Et ça va être quoi mon impact fiscal? C'est quoi mes revenus? Donc, ça va être quoi mon impact fiscal? Et comprendre que certains fonds communs, il y a des transactions qui se passent dans un fonds commun. Fait que des fois, on a un fonds commun qu'on ne sort pas, on ne va pas le cacher, comme on dit, mais on va quand même payer des impôts parce qu'on a des rendements qui se font dans le fond. Donc, il faut comprendre ces éléments-là, il faut comprendre dans quoi on investit. En cas de doute, ben des gens, des fois, vont préférer une stratégie plus sécuritaire. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est de limiter ses dettes. Donc, dans un contexte où on ferait un placement à 6 ou une hypothèque qu'on paye à 4, puis il y a beaucoup de gens qui vont choisir de payer l'hypothèque. Puis, il y a une liberté mentale qu'on gagne. Imaginez-vous d'avoir une maison payée. Là. Il y a beaucoup de gens qui... C'est difficile à s'imaginer, là, mais c'est un méchant gros paiement qu'on a pu à faire à tous les mois. Là. Fait que ça, pour plusieurs personnes, sur la santé mentale, c'est irremplaçable. Il faut jamais négliger l'impact psychologique d'une décision financière. Ouais, sans compter que lorsque la résidence nous appartient, c'est un actif intéressant qu'on a dans nos poches, là. Oui, c'est pas négligeable, ça non plus, là. C'est un actif qui est aussi net d'impôt. Oui, en plus de ça. C'est bizarre, je vais ramener une parenthèse, mais nos ancêtres, mon cher, nos parents puis nos grands-parents, c'était quelque chose de courant de payer la résidence assez rapidement, de ne pas avoir une dette sur la résidence. C'est une résidence familiale, sans dette, tandis qu'aujourd'hui, très rares sont les résidences qui ne sont pas sur des hypothèques à l'heure actuelle. Oui, bien, c'est sûr que tu as connu les époques où les taux d'intérêt hypothécaires pouvaient dépasser les 20 oui, mais évidemment, à ce moment-là, les hypothèques étaient beaucoup plus petites. Hein, le montant emprunté était plus bas. Fait que c'est sûr que c'est une réalité un peu différente, mais la consommation était vue de façon différente. Et oui, c'était pas rare d'avoir des gens la plupart des gens qui avaient beaucoup moins de dettes qu'aujourd'hui, absolument, parce que la mentalité était, on consommera quand on aura l'argent pour consommer. S'endetter était pas accessible comme c'est aujourd'hui et était pas aussi commun. Là, on se compare aux gens autour de nous, puis on se trouve tout à fait normal d'être endetté de façon dans certains cas très élevés. C'est un beau plan marketing qui nous a été mis dans la face, je dirais, là, dans les 20 dernières années ou dans les 40 dernières années, qui a très bien réussi, soit dit en passant, pour les gens qui font de l'argent avec ça, les assureurs et compagnie, là.
Oui, puis au niveau des institutions financières, là, quand on regarde notamment au Canada, les compagnies qui font le plus d'argent, je pense que dans les 8 ou 9 plus grandes compagnies qui font le plus d'argent en termes de bénéfices, il y a 7 banques. Là, fait que c'est certain que c'est une industrie très, très prolifique. Ouais. Tu sais que là, on parle de un des trucs qui est avoir le moins de financement possible. Les deux autres trucs que je veux parler, qu'on s'étendra pas trop sur le sujet, c'est évidemment d'avoir un plan. Avoir un plan, c'est quoi? C'est un budget, c'est un revenu de dépense, c'est des choses qu'on a déjà parlé. Il faut avoir un plan si on veut naviguer une période d'incertitude parce que d'avoir un plan qui fonctionne, qui balance, c'est très sécurisant. On parlait encore de l'aspect psychologique de la chose. Donc, pour faire un bon budget, ça nous prend un revenu de dépense. On a eu des chroniques entièrement là-dessus qu'on a fait ensemble. Et le fait de faire un revenu de dépense réaliste, de vraiment noter nos dépenses pendant 2-3 mois et après ça, se faire une moyenne pour se faire un bon budget, c'est essentiel pour avoir un plan de match, être capable de le suivre et avoir la rigueur de le suivre. Puis le dernier point que je veux parler, qui est important pour les gens, et ça, c'est ce que les gens ont le plus de difficultés à faire. En tout cas, ceux qui vivent de paie en paie, c'est ce bout-là qui manque souvent, c'est de s'habituer de vivre en dessous de nos moyens. On devrait vivre avec maximum 80% de ce qu'on dépense. Malheureusement, c'est pas la réalité. Et ça coûte très cher aux gens parce que le 20%, c'est pas 20% qui est non négligeable et c'est de l'argent qui va nous permettre de nous protéger, d'avoir des imprévus qui vont arriver dans la vie et d'avoir de déplacement pour la retraite pour le futur. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec un maximum de 80% et ça se fait quand même bien. Oui, des gens qui gagnent le salaire minimum ou qui sont sur l'aide sociale ou sur le chômage, je comprends que c'est pas réaliste. Mais dès qu'on a des revenus un petit peu plus élevés, c'est très, très faisable de le faire. Le problème, c'est que beaucoup de dépenses, quand j'analyse des revenus dépenses avec les gens se créent des dépenses, se créent des besoins alors que c'est des désirs. Donc, quand on enlève tout le superflu, là, le restaurant, le dépanneur, les déplacements qui ne sont pas essentiels, quand on enlève tout ça, c'est très faisable de vivre avec 70 ou 80% pour la majorité des familles. Après ça, ben là, ce qu'on fait avec le reste, des loisirs ou autres, ben ça devient un choix. Puis quand on est capable de le raisonner, c'est beaucoup plus facile et c'est encore plus intéressant de dépenser dans des choses qu'on aime quand on a bien identifié nos besoins à la base et qu'on comprend que pendant ce qu'on est en train de dépenser, là, exemple, le resto une fois aux 3 mois qu'on va, mais là, on est dans le désir, là, on en profite. Parce que c'est pas vrai que quand on va au resto toutes les semaines, on en profite à chaque fois, ça devient une habitude. Alors que si on en crée un événement, ben là, c'est autre chose. Là, c'est quelque chose qu'on peut profiter. Fait que cet exemple-là est vrai pour beaucoup de choses. Et quand on décortique un revenu dépense, c'est surprenant comment on est capable de dégager d'espace dans le budget pour la majorité des gens. De là l'importance de faire un bon plan. Là. On revient vraiment toujours au budget, au plan, à faire attention. Ça tourne toujours alentour de ça pour se faciliter la vie. Ça prend des efforts pour le faire. J'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. Oui, puis c'est que ça prend un minimum de rigueur. Puis la difficulté, c'est que c'est difficile de diminuer un train de vie. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Fait qu'il faut le faire idéalement quand on est jeune. Si on est jeune puis on est étudiant, on vit avec un beat d'étudiant, ben si on garde ce beat d'étudiant-là, quand on gagne 10, 15, 20 000 de plus l'année suivante, ben cet argent-là, de plus, on peut le placer. Et l'argent la plus difficile à placer, c'est le premier 100 000. Parce que on va le faire à coût de 2-3 000 piastres par année, peut-être. Et si on regarde notre niveau de vie bas, on est capable de, au lieu d'être 2-3 000 par année, mais ça peut être 5 000, ça peut même être 10 000, ça peut être 20 000 par année. Et là, ça prend juste quelques années, puis on a notre premier 100 000. Puis une fois qu'on a le premier 100 000, là, l'argent se génère tout seul. On avait parlé un petit peu l'autre fois, là, quelqu'un qui a 100 000 à 40 ans, ben il va arriver à 65 ans avec 1 million, s'il a fait des rendements très moyens. Fait que c'est le début qui est difficile. Fait que si on est capable de se restreindre en début, ben c'est beaucoup plus facile après ça, quand on arrive à 35-40 ans, de ne plus se restreindre du tout parce que notre retraite est placée, nos rendements se font par eux-mêmes, on n'a plus besoin de penser à ça. Mais ça, c'est difficile parce que ça prend de l'acceptation du retard de gratification. Faut pas essayer de flasher, sortir à toutes les semaines quand on est jeune. Et ça, ben c'est pas tout le monde qui a la capacité de se contrôler, de se discipliner, mon cher, on dira. C'est déjà tout le temps qu'on a dans le segment. Pierre-Paul, on va en profiter de donner les coordonnées pour te rejoindre.
Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 873-771-7155 ou le 844 La Case. Les gens peuvent nous écrire au info@commercial-lacasesyndic.com. Les gens peuvent aussi nous communiquer avec nous sur notre Facebook, notre LinkedIn, La Case et Associés. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Merci, bonne journée.